Janvier 1945. Le jour se lève. Arrivé sur la face du camp qui longe les prairies, je vois sur les branches d'un arbre dépouillé plus de 100 corbeaux qui lui forment un feuillage noir. Puis les premiers s'envolent et viennent tournoyer au-dessus de moi. Un bruit d'ailes, des cris, et tous se dirigent vers le sud-est. Et je me dis, ils ont senti que la bonne direction était vers Schneidenmühle. Dans les livres d'enfants, les champs de bataille neigeux attirent des nuées de corbeaux. C'est peut-être encore vrai. En tout cas, nous savons depuis la veille que les Russes sont en Poméranie, aux abords de Schneidenmühle. Quand je reviens dans la chambre, du haut de son chalit, Meillan lance « On vous a vu par la fenêtre parler avec un Boche ?» C'est lui qui m'a interpellé. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit ? Rien. On les gonfle. Conclusion ? Rien. En attendant, je voudrais bien manger de la viande. Les Allemands nous distribuent qu'au compte-gouttes les envois de la Croix-Rouge internationale. Un colis individuel, ils le donnent pour 4. Quant aux aliments envoyés par la Croix-Rouge française, ils nous sont distribués encore plus parcimonieusement. Sans doute pour nous enlever la tentation de faire des coups de main sur ce stock, les Allemands l'ont transporté dans la caserne en face. Un jour, on a trouvé la porte fracturée. 3 caisses de sardines et 2 de singes avaient disparu. On a arrêté les voleurs. Un sous-officier allemand et 4 hommes d'une unité motorisée. Les 4 hommes ont été condamnés à la prison pour vol et pour recel. Quant au sergent, il a été pendu. C'est la première fois que nous entendons parler de l'usage de la potence dans l'armée allemande. Dimanche 28 janvier, le bruit se répand que le colonel allemand aurait dit que les officiers pouvaient se préparer à faire une marche. Faire une marche ? Il y a 2 ans encore, ce verbe eût excité dans le camp une allégresse juvénile, malgré les terribles souvenirs de 40. Maintenant, personne peut-il affirmer qu'il en est capable. Depuis que nous sommes à Arnswald, la plupart des officiers n'ont pas mis les pieds en dehors de la caserne. Mourier a rencontré le menuisier à qui un soldat allemand a confié que nous étions dirigés sur Prenzlau, à l'ouest de l'Oder. Aussitôt, on se précipite sur les cartes. 140 kilomètres. À l'allure que nous sommes capables de soutenir, cela fait à peu près une semaine de marche. J'achève mes préparatifs. Au cours de l'après-midi, j'ai fait un petit voyage d'études dans plusieurs chambres pour examiner les différents moyens de s'arrimer une valise sur le dos. Je me suis arrêté sur celui-ci. 2 bandes moltières formant nœud coulant sur mon ventre. C'est suffisamment ferme, c'est souple et peu compliqué. Aubatier m'a dit qu'avec ce système-là, il avait marché aisément jusqu'à Creuse lors de sa tentative d'évasion. Maintenant, il faut me décider pour le chargement. Une chemise de flanelle, un caleçon long en tricot, les chaussettes que j'espère trouver, 2 mouchoirs, c'est tout. J'ai 2 pantalons usés, je les mettrai l'un sur l'autre. Mais pour les aliments, un morceau de lard que je garde depuis le mois de mai, un petit reste de lait en poudre américain. Pour les objets personnels, j'emporterai ma flûte, c'est certain. Et j'ai appris la musique en captivité et cela a réglé mon emploi du temps pendant 4 ans. Vous êtes complètement ridicule, me dit Meillan. Le problème n'est pas d'emporter ce qui fait plaisir, mais d'abandonner ce qui n'est pas strictement indispensable. Et si l'avenir nous réserve encore des heures interminables et vides, j'aurai au moins un but, travailler la suite en si mineur. C'est vous qui êtes mineur. Une autre idée que je n'avoue pas. Dans ce pays en guerre, en cas de rencontre avec des hommes violents et armés, le seul aspect des notes sur la portée a un pouvoir apaisant, presque magique. Je l'ai constaté chaque fois que les Allemands procédaient à une fouille hostile. Quand leurs mains arrivaient au cahier de musique, elles perdaient leur impatience de molester. Me voilà prêt. Ma couverture roulée complétera mon chargement. 21h. Je me couche tranquillement. Tous les problèmes sont résolus. On m'a donné 2 paires de chaussettes en assez bon état. Au dernier moment, Fassin et Chabot m'ont donné des biscuits. Et puis, il y a eu la gentillesse de manger. Il s'est approché de moi et m'a glissé doucement 2 tablettes de chocolat. Douceur de l'amitié. 29 janvier.
6h30. Soudain, on entend dans le couloir la voix d'un sous-officier allemand qui hurle « Tout le monde dehors pour le rassemblement !» Nous voici donc tous rassemblés autour de la cour. La neige tombe par flocons serrés et soustrait au regard les bâtiments de la caserne. Conçu pour 3 compagnies, nous y étions près de 3000 depuis 2 ans. Pour le passant qui nous observait du chemin, longeant les barbelés, nous ne pouvions être qu'une foule recluse d'hommes assez mal vêtus, au visage peu coloré, aux yeux vagues, tournant en tous sens et sans but sur un hectare de sable bordé de ciment, et dont les seules actions notables étaient de transporter vers le milieu du jour des seaux de liquide chaud et des couvertures contenant des pommes de terre. En réalité, nous formions une sorte de petite république secrète avec ses lois, ses institutions, son commerce, son économie politique, ses informations, ses intrigues, ses clans, ses succès, ses échecs, ses revanches. Nous y menions une existence qui était presque une vraie vie. Je ne m'y suis jamais ennuyé. Je ne parle pas des mélancolies inquiètes, des tristesses, des serrements de cœur. Mais l'ennui bâillant qui nous fait attendre l'heure du sommeil comme une délivrance, je ne l'ai jamais connu dans cet enclos. 11h45, un coup de sifflet donne le signal. Alors on entend la voix de la sentinelle qui brandit son fusil vers le ciel et regardant les nuages, « Aufni, Wiedersehen, Arnwalde !» À ne jamais te revoir, Arnswalde, ville de la misère, du pauvre monde, ville des pieds gelés, des ventres creux, à ne jamais revoir ce maudit chemin de ronde où le pauvre soldat passe ses nuits transies et grelottant, à ne jamais revoir tes maigres pitances et toutes ces corvées idiotes qui ne servent à rien qu'à tenir les gens loin du vrai travail pour lesquels ils sont sur terre. Auf nie, Wiedersehen, Arnswalde! Nous sommes dehors. Petite émotion dès les premiers pas sur la chaussée. Nous avons quitté la grande route pour suivre un chemin bordé de pommiers. Pause. Je n'ai pas de chance. Le pain que j'ai reçu est profondément moisi. La moisissure verte n'est pas très dangereuse, mais sur cette route, il faut éviter tout risque de tomber malade. À force de creuser avec mon couteau, il ne me reste plus grand-chose. Mais j'ai des biscuits qui me permettront de faire la soudure avec la prochaine distribution qui ne saurait tarder. Et puis, j'ai dans ma musette une dizaine de pommes de terre bouillies. Tout autour de nous, la plaine est blanche. Sur ce désert blanc, la colonne s'est égrenée à perte de vue. L'animation des premières heures est tombée. Soudain, mon pied heurte un cube noir, plus mou qu'une pierre. Je me baisse, malgré ma valise qui me tombe sur la tête. C'est un demi-pain. Seul le prisonnier peut imaginer ce tressaillement du cœur en présence d'un aliment que l'on trouve. Et aussi, quel effort il faut faire pour revenir à la probité. Qui est-ce qui a perdu un bout de pain ? Ma voix s'élève dans la nuit. Mais je voudrais la voiler. Je voudrais que l'air l'étouffe avant qu'elle ait pu dépasser ceux qui marchent immédiatement devant moi. Sur 40 mètres, j'ai répété 3 fois mon appel. Et la dernière, presque en me parlant à moi-même. Personne ne m'a répondu. Je puis mettre le pain dans ma musette. 20 heures. Je sens qu'une main délicate et hésitante me donne des petites tapes sur l'épaule. Je tourne la tête. Ah tiens, bonsoir Jean-Michel. Cher ami, on m'a dit que vous aviez trouvé un demi-pain sur le chemin, alors j'ai perdu justement le mien, alors peut-être que j'ai rendu ce pain, normalement. Comme dans la vie courante, mais avec tristesse. Et voilà qu'autour de moi, j'entends discuter le cas. Il y a, semble-t-il, un point de droit à résoudre. À quel moment un objet devient-il une épave ? Nous sommes restés 2 heures sous la bise. Et quand nous avons atteint le village, il a fallu encore attendre. Enfin, on pénètre par petits paquets dans une cour de ferme. Devant une grande porte de grange, des sentinelles font barrage pour laisser les prisonniers entrer 10 par 10. L'obscurité est complète. Des hommes protestent qu'il n'y a plus de place. À 4 pattes, j'essaie de trouver un passage entre ces corps et les bagages. Ceux que je heurte m'injurient. Je pense aux premiers temps de la captivité et me demande avec angoisse si notre nouvelle misère va nous réduire au même degré de sauvagerie. Au milieu de ces clameurs, j'entends des voix amies qui m'appellent et me guident. En roulant sur 2 parkmeurs qui gémit, j'arrive à m'allonger contre Jalink.
J'aurai une place à condition de rester en chien de fusil et de poser ma tête sur les souliers humides de Rousselot. Qui ne réagit pas, il dort déjà. 30 janvier. Le soleil nous accompagnait toute la matinée. La colonne était optimiste. Au bout du 6e kilomètre, nous arrivâmes à un carrefour où un poteau indiquait Arnswalde, 17 kilomètres. Ainsi, nous avions tourné en rond puisque nous avons fait 30 kilomètres de marche. Ce sont des choses qui irritent et découragent le fantassin. Nous n'allions pas vite. La veille, on nous avait fait marcher à l'allemande, comme en juillet 40, c'est-à-dire avec une pause toutes les 2 heures. Mais ce jour-là, la marche se fit à la française, avec halte horaire. D'où venait ce changement, je n'en sais rien. Les Boches y trouvaient certainement leur compte. Vers les 3 heures, la pause se fit dans une bourgade. À notre passage, des femmes apparurent sur le pas des portes, tenant des cafetières fumantes. Les prisonniers se précipitent et les femmes se mettent à rire en voyant l'impatience des cars et des gamelles tendues par-dessus les épaules. J'arrive bon dernier, auprès d'une grosse femme brune d'une 50aine d'années, vêtue de noir. « C'est fini, hein, me dit-elle. Mais il reste le marc. »« Oh, vous n'allez pas avaler ça. »« Mais si, de toute façon, c'est chaud. »« Non, cela n'est pas convenable. » Devant mon insistance, elle me versa en rougissant le contenu du fond du récipient et elle me regardait l'avaler en secouant la tête. « Croyez bien, me dit-elle, que si j'avais su qu'il passerait tant de monde, je vais mettre de l'eau à bouillir. » Voyons le groupe qui s'était formé pour attendre la boisson chaude. Un sous-officier intervient et se met à houspiller les prisonniers. « Continuez, serrez, allez, allez, weiter, weiter, antreten. Et vous là, qu'est-ce que vous faites ?» dit-il à la bonne femme. « Voyez bien qu'ils doivent aller plus loin, il ne faut pas les retarder. » La femme répondit, les mains sur les hanches. « Eh bien, mon fils, justement, weiter, weiter, si tu veux qu'ils aillent plus loin, il faut qu'ils boivent. C'est naturel. Quand ils auront bu, ils iront aussi loin que tu voudras. » Alors, survint le petit capitaine. Il se rua en criant, son pistolet au poing, torse en avant, lorgnon agité, il courait l'un à l'autre, il appliquait son pistolet sur les ventres, sous les mentons. « Je vais vous faire obéir, moi, bande de chiens, de porcs, quand on vous dit plus loin, je vais vous faire comprendre, moi. Et vous, cria-t-il à la bonne femme, n'avez-vous pas honte ?» Pardonnez-moi, monsieur le capitaine. Quand tout fut apaisé, le cercle des prisonniers se reforma devant le perron. « Allez, allez, allez-vous-en, allez-vous-en » dit la femme d'une voix brutale. « Allez, allez, allez-vous-en, allez-vous-en, obéirez-vous. Mais de l'eau, un peu d'eau, simplement de l'eau froide. Non, l'eau de l'Allemagne n'est pas pour les ennemis. » Il faisait nuit quand nous quittâmes le village. La fatigue et le froid s'abattaient sur nous. Nous ne parlions plus, seulement de temps en temps un juron contre le maladroit qui vous flanquait son traîneau dans les jambes. Mes moufles improvisées n'étaient pas épaisses et la bise m'obligeait à mettre les mains, l'une sous ma musette, l'autre à ma poitrine, sous ma couverture. Alors ma valise m'appuyait sur l'échine et au bout d'un moment, je la soutenais par en dessous de mes 2 mains renversées. Toute ma pensée était absorbée par ce va-et-vient de mes mains et à répartir équitablement le froid pour elle et le tiraillement pour mes épaules. Des camarades s'écartaient de quelques pas pour poser culotte. L'homme, rajustant sa ceinture, marmonnait « Ça y est, ça commence !» C'était la diarrhée. Et l'homme était triste car il perdait espoir de garder ses forces. Depuis la veille, les blessures des pieds avaient évolué, les jarrets gonflaient, des phlegmons se préparaient. Et quand on entendait le sifflet, les malades se relevaient avec une grimace d'affreux soucis. Vers 8 heures, nous arrivâmes dans un village qui s'appelait Mégoff. « Combien avons-nous fait de kilomètres ?» demandai-je à Cosson, qui savait bien évaluer les distances. « 24, je crois, à peu de choses près. » L'attentat Mégoff se prolongea de 2 heures. À la fin, nous étions tous engourdis. Alors, on donna l'ordre de se remettre en marche. Des tuyaux descendirent la colonne. Les uns disaient que l'on allait à Piritz, qui était à 8 kilomètres de là. D'autres parlaient de 14 kilomètres à faire. 14 kilomètres, ce n'est pas possible. Ils ont sans doute parlé de l'étape de demain. Ah non, 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 non. Ils ont encore dit « encore 14 kilomètres ». Ces 14 kilomètres font dans mon souvenir comme un trou noir entre 2 marges blanches où la vie ne se signalerait que par l'alternance régulière de ces cris « Doucement, en tête !» et « On demande un médecin en queue, faites passer !» Personne ne demandait plus quel était celui qui venait de tomber. Nous nous trouvâmes enfin dans une cour.
Nous vîmes d'immenses granges en briques avec des portes de fer. Elles restaient closes. Alors s'éleva la voix de Rittmeyer. « Achtung, il n'est pas autorisé d'ouvrir les granges. Le cantonnement de chacun est l'endroit où il se trouve présentement. Quiconque s'écartera, il se fera fait feu. » Quelques désespérés s'écrièrent « Mais salaud! Salaud !» Mais on entendit la voix du capitaine Soulet qui nous demandait de nous armer de courage et de ne rien faire qui pût ensanglanter la nuit. Déjà, tout un rang d'hommes s'était plaqué contre les granges. Les gens se couchaient, roulaient dans leurs couvertures. Après ces 38 kilomètres, il ne fallait pas songer à rester debout plus longtemps. D'abord, absorber quelque chose. Je pris dans ma musette un morceau de margarine de la grosseur d'une noix. Je l'avalais lentement comme un bonbon fondant. Deuxièmement, ne pas geler. Mes souliers et mes chaussettes étaient trempés. Je pris la bande de drap que j'avais ramassée sur la route, ça peut servir, la coupais en deux, en enveloppais mes pieds nus. Je me couchais à la suite des corps allongés, ma couverture autour de moi, ma gamelle sous ma tête. Attention au métal qui colle à la peau et écorche. Il vaut mieux remettre la gamelle dans la musette et glisser le tout sous ma joue. La valise dressée fera rempart derrière ma tête. J'ai dormi. J'en suis sûr parce que j'ai rêvé et que je me rappelle mon rêve. Puis, je sentis le jour à travers mes paupières que je ne pouvais pas ouvrir. J'avais le visage couvert de neige et les orbites bien remplies. Je claquais des dents avec frénésie. Je voulais immobiliser ma mâchoire, mais je n'y parvenais pas. Un mouvement furieux d'une amplitude inconnue. Je dus y mettre la main, mais alors ce fut toute la tête qui branla. Je tendis une main pour saisir mes souliers. Ils étaient durs comme du bois. Mes chaussettes étaient cristallisées à l'intérieur. J'avais manœuvré comme un bleu. Je saurais que lorsqu'on dort dans la neige, si l'on quitte ses souliers, il faut coucher dessus. Nous pûmes faire bouillir de la neige fondue dans ma gamelle. Guichet et Falcon avaient un peu de Nescafé. Moi, je mis un peu de sucre. Nous étions tout heureux d'être indemnes. Le Toubib nous a dit qu'il faisait moins 12 degrés. Puis je me mis à tourner en rond autour de la cour. Bien des gens restaient prostrés, le visage gris, et leurs camarades les frictionnaient. Mais personne n'était mort. Quand nous repartîmes, la disparition d'un grand nombre de traîneaux eut rapidement une conséquence. Les gens ne pouvaient pas porter sur leur dos tout ce qu'ils avaient tiré jusqu'ici. Ils s'allégèrent. Le bord du chemin fut jonché d'objets de toutes sortes. Ce fut d'abord les bouquins qui apparurent, les méthodes assimiles, les grammaires, puis les manuels d'histoire, de géographie, de sciences. Ils gisaient, ouverts au hasard, et on voyait les passages essentiels soulignés au crayon rouge. Suivirent les cours polycopiés que le vent dispersait, la faculté de droit, les travaux publics. Puis vinrent les cahiers, les paquets de notes ornés de petits dessins multicolores et minutieux. En moins de 2 heures, la colonne fut vidée de ses archives intellectuelles. Ce fut alors le tour des sentimentales, les boîtes de photographies, les paquets de lettres serrés par des rubans. Les Russes, nous ne croyons plus guère qu'ils arrivent jusqu'à nous. Une plaine sans obstacle. Pourquoi alors ne sont-ils pas là, puisqu'avec leurs véhicules, ils avancent plus vite que nous? La vérité, c'est sans doute qu'il y a un front à Schneidemühle et qu'il n'a pas été percé. Les gesticulations de la colonne étaient sinistres, comme les convulsions des sinistrés. Des bras battaient l'air, les corps ondulaient jusqu'au moment où les talons manquaient et filaient en avant. On se pliait en deux pour ne pas tomber sur le dos. Mais alors, le poids du bagage violemment projeté faisait culbuter sur la tête. Et l'on reprenait la marche, les bras en balancier, la semelle glissant timidement, comme font des patineurs novices. Les chutes étaient rudes, les poignets et les genoux enflaient, et l'on voyait des gens couchés dans la position où ils étaient tombés, à bout de courage. On les réconfortait, on les aidait à refaire des pas. Ceux qui étaient trop gravement meurtris restaient au bord de la route, la tête cachée dans les avant-bras. Le danger pour eux ne semblait pas trop effrayant car les Boches étaient soumis au même destin commun. Leurs propres efforts les empêchaient de menacer les traînards et plus d'une sentinelle, après avoir glissé, se relevait avec le geste de jeter son fusil dans les broussailles, en gueulant « Scheißekrieg !» Enfin, l'ère du verglas se termina. Il y eut un grand virage et nous nous trouvâmes sur un terrain horizontal. Devant nous, il y avait comme une longue digue, toute droite, dont la ligne se perdait dans la nuit. Bientôt, à un mot couru, c'est l'Autostrade. Nous repartîmes vers 6 heures du matin. C'était le capitaine Bergman qui marchait en tête d'un pas de marche funèbre, et sa haute silhouette prenait à nos yeux des proportions fantastiques.
On eût dit un de ces enchanteurs qui, dans les légendes germaniques, mènent à l'enfer par la force d'un sortilège inexorable la population d'une ville maudite. En haut, autant que le permettaient les ténèbres, le paysage se découvrit, une vallée, et loin au-delà, un pont. Nous nous y engageâmes derrière Bergmann. Les 2 dernières sections du pont semblèrent interminables. On suivit encore une courbe assez ample pendant 500 mètres et on commanda la pause. Il faisait grand jour. Gustave Mathieu, qui s'y connaît en bâtiment, m'aborda. « Qu'est-ce que vous en dites de ce pont, ces 4 arches gigantesques enjambant ce fleuve énorme ? Où avez-vous vu ça ?»« Mais de là, me dit-il en montrant le haut de l'infection du terrain. Ah, je n'ai pas eu l'idée de me retourner. C'est trop tard. Ainsi, je n'ai pas vu l'odeur. » Depuis que nous avions franchi l'odeur, nous avions perdu tout espoir d'être délivrés. D'après les renseignements qui couraient, il semblait que l'offensive sur Sétine marquait un temps d'arrêt et que l'effort se portait maintenant sur la Silésie. Il semblait bien qu'on se dirigeait vers l'ouest-nord-ouest, mais cela n'avait rien de sûr. L'opinion prévalait que nous allions à Prenzlau. Le dimanche 11 février, nous lûmes sur le panneau d'entrée du village que nous étions de le Mecklembourg. Ce détail nous fit l'effet d'un grand événement. On nous dit qu'en franchissant la limite de la Poméranie, nous allions trouver toutes choses changées. Mais cela ne durera pas longtemps. Pas de distribution. La faim se fait cruellement sentir. Je n'ai plus rien du tout à manger. De ce que j'ai emporté d'Arnswalde, il ne me reste qu'un doigt de chocolat que je veux garder encore pour le cas où j'aurai une défaillance. Mais ce matin, j'ai mangé mon dernier biscuit et je n'ai plus ni margarine, ni sucre, ni poudre, ni lait. 22 février. À midi, on nous annonce que la direction de la distillerie nous fait don d'une importante quantité de confiture. Il s'agit en réalité de cossettes de betterave bouillies. C'est horriblement fade, difficile à avaler. Les toubibs consultés donnent leur avis. Il est vraisemblable que la pulpe de betterave insuffisamment cuite nous flanquera la colique. Par contre, il y a dedans une quantité de sucre qui n'est pas à négliger. À chacun de peser le pour et le contre. La meilleure solution est de mâcher et de recracher ce qui reste, comme les buses. Les Allemands regardent avec curiosité ce repas peu ragoûtant. Mais il paraît qu'il y a dans la ville de Varennes, qui se trouve à quelques 20 km d'ici, des colis qui nous sont destinés. Comme toutes les nouvelles d'une importance énorme, celle-ci est accueillie en silence. L'attitude que chacun adopte correspond à « après tout, c'est peut-être vrai » ou « ce serait trop beau ». 23 février. À 2h commence la distribution. Les colis sont arrivés à la fin de la matinée et nous attendent en pyramide, sous des bâches. La figure des Allemands met la seule note maussade dans la scène. Ah non pas celle des sentinelles qui au fond se réjouissent, comptant bien nous extorquer les cigarettes par négoce ou chantage, mais des officiers qui se sentent amoindris par le plaisir que nous éprouvons. Les prisonniers ne cachent pas leur allégresse. On dirait des enfants qui quittent l'estrade de la distribution des prix, rouges de contentement, les yeux baissés vers ces boîtes dorées. Il y en a qui rient en rejetant la tête en arrière. D'autres esquissent des pas de danse ou dessinent des volutes avec le colis tenus à la manière des garçons de café. On s'interpelle, on s'interroge sur la marque des cigarettes, si l'on a des pruneaux ou des raisins secs, du biscuit, des porridge. Dans la grange, c'est une animation extraordinaire. Les popotes se reforment, on discute pour savoir par quoi l'on va commencer. Vers les 9h du soir, on nous annonce que le départ est pour demain. On embarquera à Varennes, sans doute. Un brouhaha de contentement suit cette proclamation. Pour moi, je suis plutôt attristé. Le dur me fait peur. Je ne sais rien de plus horrible que cet entassement dans les wagons aux lumières bouchées. Et puis, au bout, les barbelés. Maintenant que la question de la nourriture est provisoirement réglée, je me serais fort bien accommodé d'attendre l'offensive de l'Ouest sur les routes en passant la nuit dans les granges. À Varennes, le train comprenait des voitures de 3e classe et des wagons, hommes 40, chevaux 8. Ceux que le destin avait mis dans les wagons à bestiaux s'y trouvaient entassés à 60. Dans les compartiments, on était bruyant. Le fait d'être assis en ordre, les uns en face des autres, le bruit du train, le rangement des bagages dans les filets ranimait des impressions oubliées avec des émerveillements. Je somnolais pourtant lorsque le roulement du train nous avertit que nous passions sur un grand pont métallique. Je me collais à la vitre. Nous franchissions un large fleuve. Sur chaque rive,
des hauts immeubles ruinés dessinaient sur le ciel des brèches et comme les contours de branches cassées. Hambourg, sans nul doute. Nous nous taisions. C'était la première fois que nous voyions une ville détruite. Puis ces figures découpées en clair-obscur se firent plus rares, et ce fut de nouveau la plaine où l'on ne distinguait rien. Il était 9h30 quand nous sortîmes du train à Bremerwörde. Nous eûmes à portée de voix 3 prisonniers français qui chargeaient de la tourbe sur un chariot. « Il y a un camp ici ?»« Ouais. »« Loin ?»« 1 heure. »« Il y a du feu ?»« Non. »« Il y a de la paille ?»« Non. »« Il y a à bouffer ?»« Ah non. » Et bientôt, nous aperçûmes les miradors. Nous étions au Stalag 10B, le camp de Sandbostel. Ce nom sonne de façon lugubre aux oreilles de ceux qui reviennent d'Allemagne. Mais alors, nous n'en savions rien. Le centre d'accueil, sévèrement séparé du reste du camp par des barbelés, était formé de 5 grandes baraques sans le moindre aménagement. On couchait sur le plancher qui était imbibé d'humidité avec des flaques d'eau près des fenêtres. Les baraques étaient coupées en 2 par des lavabos qui donnaient de l'eau quelques minutes par jour. Tout y était détérioré. 27 février. À 6h30, les Toubibs sont allés à l'épouillage. Ils organiseront une infirmerie en dehors de ce cloaque, mais ils font passer la visite dans les baraques. D'après eux, on ne doit pas rester ici. Du côté du camp, une grande allée borde nos barbelés. C'est du matin au soir un passage continu de prisonniers appartenant à toutes les nations. Sur leur visage terne, on ne lit rien qui trahisse une espérance de voir bientôt finir la guerre. Ils sont exténués et comme englués dans la boue qui fait à leurs pieds un bruit de groin buvant. 2 mars. Une funèbre nouvelle nous parvient. À l'Oflag de Nienburg, une baraque a été détruite par une bombe d'avion. 90 officiers français ont été tués et un grand nombre sont blessés. Garde à vous. Recueillement. 3 mars. Froid, saleté, lassitude. Notre séjour à Sandbostel prenait fin. Nous retrouvâmes la route de Bremerwörde. À Wietzendorf, nous fûmes installés dans des baraques de 30 mètres sur 10, divisées en 4 chambres, 54 hommes par chambre. Chacun y vivait replié sur lui-même, recroquevillé par le froid, vaincu par le dénouement. On restait à longueur de journée sur les chalits, emmaillotés dans les couvrantes. Dans ce cachot de ciment, tous les contacts avec les choses étaient hostiles. Quand les lumières étaient éteintes et que l'on pensait trouver un bien-être dans l'assoupissement, les rats commençaient leur bacchanal. Au bruit de leurs courses, on les devinait énormes. Ils écartaient les carreaux du sol, renversaient les boîtes vides, traînaient des morceaux de carton. On les entendait gratter les pieds des chalits, là, sous la tête. Quand on les avait chassés par des pchit pchit ou un coup de poing sur les planches, on restait encore anxieux dans l'attente d'un nouvel assaut. Les punaises se mettaient alors en mouvement. Ce n'était pas le plus grave, nous y étions habitués, elles pullulaient à Arnswalde. Mais ce qui était nouveau à Wietzendorf, c'était des puces, des boisseaux de puces. Aucun chien sale n'a jamais été dévoré comme nous l'étions. Elles étaient innombrables et leur férocité ne se lassait pas. Et puis surtout, il y avait la faim. Le nombre de types qui s'évanouissaient à l'appel croissait de jour en jour. Il n'y avait aucun moyen de se procurer quoi que ce soit. L'hallucination culinaire faisait des progrès effarants. Ah, je rêvais d'une potée de légumes frais, bouillis avec une viande assez grasse comme du cochon, de l'oie. Enfin, des colis américains sans apaiser la faim. Par prudence, nous n'absorbions qu'une petite quantité d'aliments, chassèrent la hantise de la famine. 6 avril. Les Italiens nous crient qu'il n'y a plus que 36 heures à attendre. 7 avril. Luft-alarme toute la journée, impossible de mettre le pied dehors. 8 avril, même chose. Un grand combat aérien se déroule au-dessus du plateau. On se presse derrière les fenêtres, les appareils étincellent, taches blanches des parachutes. 9 avril. Les 36 heures prédites par les Italiens sont depuis longtemps écoulées. 11 avril. Je suis retenu par un spectacle extraordinaire. Le colonel est sur le seuil de sa porte et devant lui sont rangés 6 officiers allemands au garde-à-vous impeccable. Ils sont en tenue de campagne. Un de leurs capitaines, qui parle français, fait un pas en avant, salue et dit «
Monsieur le colonel français, je me fais l'interprète de mon chef et de mes camarades pour vous faire nos adieux. Nous partons pour le front de bataille. Il ne restera pour administrer le camp qu'un officier allemand, un ancien qui se mettra en rapport avec vous pour assurer la liaison. Nous partons pour défendre notre patrie et nous souhaitons aux Français de bientôt rejoindre la leur en retrouvant ceux qui leur sont chers. Dès que les Allemands ont disparu, on court en tous sens pour raconter cette scène aux baraques. C'est le premier instant de la liberté. On s'interpelle, on se fait de grands gestes. Les amis se prennent par la taille, par les épaules. Mais la joie semble trop lourde pour tous ces visages amaigris qui s'éclairent sans rayonner. Et puis, une question s'est posée, naturellement. Dans quelle mesure pourrions-nous sortir du camp, traverser la campagne et rejoindre les Américains ? Le dernier officier allemand nous a fait savoir que si les sentinelles qui restent n'interviendront plus dans la vie du camp, du moins leurs consignes sur la garde des barbelés et de la porte restent en vigueur. D'autre part, qu'un dispositif d'infanterie garnit la campagne et que, bien entendu, les soldats allemands ne manqueraient pas de tirer sur les personnages en kaki à leur portée. Et il nous a rappelé l'existence de la zone de mort. 12 avril. Les colis américains sont déposés directement à la cuisine. On les distribuera demain matin. Nous sommes parés. 13 avril. Toujours le même silence à l'horizon. Il y a encore des sentinelles dans les miradors, mais elles ont les mains dans les poches. 21 avril. Note du colonel allemand au colonel Duluc. Monsieur, vous devez comprendre que vous me gênez terriblement dans mes opérations. Le camp constitue une zone neutre qui me paralyse. Il faut donc vous en aller. Le mieux est de gagner les lignes britanniques. Je vais établir un projet susceptible d'obtenir l'agrément de mon adversaire et vous reviendrez dans l'après-midi pour m'aider à le mettre à exécution. Le colonel Duluc s'est donc rendu à Lunebourg où les Anglais n'ont fait aucune difficulté pour accepter la convention. Quand nous fûmes sortis du camp, personne ne se retourna. Plus tard, je vis alors un soldat allemand qui fumait la pipe en conversant avec un autre personnage. Un fusil mitrailleur était posé à ses pieds, dans sa housse, et un drapeau blanc était appuyé contre un arbre. Burlet me dit « Oh, cette fois, ça y est, il est exactement 9 heures. 9 heures du 22 avril 1945. » Et alors ? Alors, on y est. Où ça ? Dans la liberté. Vous n'avez pas vu le premier Anglais ? Où ? Là, qui parle avec le Boche. Je me retournai brusquement. En effet, je n'y avais pas pris garde. J'étais tellement blasé par la couleur kaki que l'uniforme ne m'avait pas parlé. Au bout d'un moment, je me trouvais à la hauteur de Liancourt. Et je me souviens qu'il ne s'était jamais dessaisi de l'atlas de poche qu'il avait emporté d'Arnswald. Dites donc, François, vous devez savoir où l'on va. D'après la distance qu'on nous a indiquée, la direction, nous allons sûrement à Bergen. Bergen, 2600 habitants. En réalité, c'est beaucoup plus grand car tout à côté, à Belsen, les Allemands disaient qu'il y avait le camp le plus vaste de la lande de Lunebourg, occupé par des convalescents. Le lendemain, à Bergen, je partis faire un tour de la ville. Là, un Serbe s'approcha de moi et me dit « Vous n'avez jamais entendu parler du camp de Belsen ?»« Le camp de convalescence Hier, pour la première fois, et très vaguement. Mais savez-vous qu'il y est mort plus de 50 000 personnes ? Le chiffre me parle tellement énorme. J'avais quelque idée du monde qu'on peut enfermer dans un camp. Je fis un rapide calcul en hectares, j'établis des pourcentages. Ce Serbe avait dû se tromper dans le nombre qu'il avait employé, ou bien son imagination extravaguait. Pour ne pas l'offenser, je gardais le silence. Mon attitude l'étonna. Connaissez-vous ces noms, Buchenwald ? Non. Dora ? Auschwitz ? Non. Mauthausen ? Ravensbrück ? Majdanek ? Je vous assure, ces noms ne me disent rien du tout. Alors, vous ne savez pas que dans ces lieux, il est mort des millions ? Peut-être 6 millions de personnes, peut-être 8 millions de personnes ? Je lui répondis par des paroles d'acquiescement comme « Oh, c'est inouï, c'est incroyable ». Mais je continuais à faire mentalement mes problèmes d'hectares, de densité, de chemin de fer, et je ne m'y retrouvais pas. Le soir, avant de m'endormir, je racontais à Sanglera ma rencontre avec le Serbe.
il fit de ses propos la même critique que moi. Et pourtant, et si c'était vrai? Le lendemain, je ne pouvais plus attendre. Je désirais me renseigner dans la journée sur les affirmations du Serbe. Avec Aupetit, nous avons fait 4 kilomètres, nous aperçûmes alors le village de Belzen. Plus loin, une sentinelle anglaise, nous lui demandâmes si c'était là, le camp. Il nous fit avec le pouce un signe par-dessus l'épaule pour nous renvoyer plus loin. À ce moment, sortit un capitaine tenant une bicyclette à la main. Il nous demanda ce que nous voulions. Il y a sans doute dans ce camp des compatriotes, alors nous pourrions peut-être leur être utiles. Pouvez-vous nous renseigner? Venez avec moi. Nous nous engageâmes sur un sentier au milieu du rideau de pin. Il fallait contourner une baraque qui nous masquait la vue. D'un seul coup, nous nous trouvâmes dans la grande cour. Chaque fois que je me suis trouvé à l'entrée d'un camp, mes pensées se sont recroquevillées jusqu'à n'être plus qu'une interrogation élémentaire. Comment des hommes peuvent-ils vivre dans ce lieu? Mais ceux-là, vivaient-ils? Ils marchaient sans qu'on pût imaginer un but à leur mouvement, une retraite craintive et lente. Pendant ces années, j'avais vu bien des gens maigres et hâves, mais ce n'était pas la même chose. Des visages sans couleur, j'en avais vu, mais on n'aurait jamais pu imaginer lesquels. Là, c'était du bistre, du vert, du gris, du violet, et terne au point de renier les rayons de soleil. Les bérets grotesques enserraient des crânes qui paraissaient démesurés au-dessus d'orbites immenses. Ils avançaient tout d'une pièce, soutenant d'un effort roidi le poids de leur hausse. Et le vent mettait des plis dans les pyjamas rayés. Sur la poitrine, un petit triangle coloré indiquait leur nationalité. Ce n'était pas un bruit de pas que l'on entendait, mais plutôt comme un frôlement continu de pattes d'insectes sur le sable. Je vis un garçon avec l'insigne aux couleurs belges. Savez-vous s'il y a encore des Français ici? Je vais justement à leur cuisine. Suivez-moi. Les Français devaient être rapatriés dès le lendemain à l'aube. La plupart étaient venus du camp de Dora cet hiver. Ils parlaient avec animation, tous à la fois. Et j'ai appris tout d'un seul coup. La chasse à l'homme en France, les rafles dans les villages, la police de Vichy, les exécutions, les transports, Compiègne, Bordeaux, la complicité de Pétain, la milice, la vie des camps, les coups, les capots, les meurtres, le travail souterrain, les morts par milliers, les tortures, les inventions des SS, les pendaisons par groupe, les monceaux de cadavres, le crémat, le goudron enflammé, les récupérations de matières humaines. Nous écoutions l'esprit paralysé. Sans doute ce désarroi se lisait-il sur notre visage, car à chaque instant nous nous sentions tirés par la manche, comme des distraits qu'on veut éveiller. « Tu comprends pas, mais il n'a pas l'air de comprendre. Mais raconte-lui, toi !» Si je hasardais une question, elle était accueillie par des exclamations. « Mais rends-toi compte !» De retour à Bergen le soir, je croisais sur le palier le maître maçon de la maison où je dormais. « Monsieur, lui dis-je, ce camp !» « J'ai fait mon devoir, dit-il. Samedi, je me suis rendu à la convocation, j'ai enterré les morts. Je pense comme vous, c'est inexpiable. Mais nous implorons la clémence pour une population qui ignorait les crimes de ces bandits. » « Vous ignoriez ? Je vous l'assure, ça me paraît difficile à croire. À quelques mètres de la route, l'accès était interdit. Et les corvées qui venaient jusqu'à la gare, et les équipes qui venaient travailler à l'extérieur, vous ne les avez jamais rencontrées? Et puis, l'aspect de ces hommes ne vous a pas paru anormal? Et puis, dans ces casernes de pierre, on ne vous a jamais appelé pour des réparations? Ces mots parurent le détendre. 30 avril. Le rapport confirme que nos départs en avion sont suspendus jusqu'à nouvel ordre à cause de la tempête qui sévit jusqu'en Hollande. Une nouvelle note interdit sévèrement l'accès du camp de Belzen. Ceux qui ne s'y conformeront pas seront mis en quarantaine et seront rapatriés que beaucoup plus tard. De toute façon, je n'ai plus très envie d'y aller, puisque de toute façon, il nous est interdit d'agir. 5 mai. Nous sommes alertés depuis ce matin. Il ne faut pas quitter le cantonnement de manière à être embarqué un quart d'heure après l'arrivée des camions. Il fallait détruire tous les vieux effets que nous pouvions abandonner, de crainte que les Allemands ne s'en vêtissent pour se mêler aux prisonniers rapatriés. Nous sommes restés toute la journée, silencieux et graves. Nous avions tous l'esprit ailleurs. Nos façons de faire à l'égard les uns des autres changeaient d'heure en heure. Nous étions plus courtois, moins familiers. Chacun de nous redevenait un homme dont la vie privée s'entoure d'une enveloppe qu'il ne faut pas chercher à percer. Nous aurions tenu pour une indiscrétion inimaginable
d'échanger des propos sur nos pensées, et même un geste ou une attitude pouvant faire croire que l'on oubliait un instant ce retour de chacun à sa vraie vie. La parenthèse était fermée. Vers 5h moins le quart, on nous avertit de nous tenir prêts. Chacun saisit ses bagages. Merci. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup. Je vous remercie.